Pendant des décennies, les policiers étaient presque aveugles face au crime organisé. Pour percer les secrets des réseaux criminels, ils pouvaient recruter des informateurs ou faire parler des criminels repentis. Mais dans le fond, tout ça ne leur donnait qu'une vague idée de ce qui se passait. Ils restaient dans le brouillard. Cependant, en 2019, le FBI lance une opération secrète qui va changer la donne. Ils créent un téléphone chiffré qu'ils appellent Anom et qu'ils utilisent pour tendre un piège aux trafiquants de drogue. Pendant 2 ans, ils accumulent les preuves, croisent leurs sources, préparent des mandats d'arrêt et le 7 juin 2021, ça y est, ils sont prêts. This investigation called Operation Trojan Shield. Operation Trojan Shield. Pendant près de 24 heures, 10 000 policiers vont mener des arrestations simultanées partout dans le monde. C'est la plus grande opération policière jamais réalisée en une journée. Pour vous raconter cette histoire, on s'est appuyé sur le travail du journaliste Joseph Cox, mais on a également arpenté l'Europe pour interviewer les enquêteurs impliqués dans cette affaire. La police judiciaire française, la police suédoise, même Europol ont accepté de nous révéler les coulisses de cette opération historique. Au cœur de cette machination, il y a d'abord un homme, un trafiquant serbe. Sans le savoir, ce dernier va servir les plans du FBI et contribuer à faire de l'opération Anom une réussite totale. Si on peut produire ces documentaires en libre accès sur YouTube, c'est uniquement grâce à des sponsors de long terme comme Trade Republic. Trade Republic, c'est une néobanque qui vous propose de vous protéger contre l'inflation, qui actuellement fait perdre 852 € de pouvoir d'achat par an aux ménages français. Au-delà d'être une application très simple, c'est le seul compte courant français rémunéré 2,5% brut par an. Donc c'est idéal pour recevoir son salaire puisqu'il va travailler dès le premier jour. Il n'y a pas de frais bancaires, mais surtout, il y a leur carte Visa qui a 1% de Safeback. Quand vous payez 100 €, vous récupérez 1 € directement investi. Mais le plus intéressant, c'est que Trade Republic est à l'origine un broker, avec des frais très transparents et faibles. Si vous débutez en finance, j'ai justement épinglé une vidéo avec Mathias, leur directeur Europe, où il m'apprend à gérer mon argent. Je vous mets le lien en description avec une offre temporaire de 20 € offert sous forme d'ETF si vous passez par le lien. Merci à Trade Republic et on reprend. Il s'appelait Maximilian Rifkin. C'était un trafiquant originaire du sud de la Suède. Dans le milieu, tout le monde l'appelle Microsoft. En 2020, il s'est imposé en Suède comme un roi de la contrebande. Il a compris que sur le marché de la cocaïne, il y a des activités qui ne rapportent rien et d'autres énormément. La production par exemple, ça rapporte pas. En Colombie, les paysans qui plantent en tirent une misère. À l'autre bout de la chaîne, la vente au détail, ça rapporte rien non plus. Les petits dealers, ils gagnent pas grand chose. En réalité, toute la valeur se trouve au milieu, dans le transport et le franchissement des frontières. C'est la partie la plus risquée et donc la plus rémunératrice. Du coup, c'est ce que Microsoft a décidé de faire. Il cherchait constamment à se faire de l'argent, et par tous les moyens possibles. Un jour, il importe de la coke en chalutier par la mer du Nord, un autre, il utilise des camions depuis Anvers ou l'Espagne. Selon les itinéraires, il est capable de s'associer avec les pires crapules, des Albanais, des motards des Hells Angels ou encore avec des Colombiens. Mais en fait, son succès ne lui suffit pas. Microsoft aimerait gagner beaucoup plus pour pouvoir devenir un vrai baron de la drogue. C'est alors qu'il découvre une start-up de téléphone chiffré qui s'appelle Anom. L'entreprise fonctionne selon un système de vente multiniveau. Une sorte de pyramide où chaque vendeur peut recruter d'autres vendeurs et toucher des commissions sur leurs ventes. Et du coup, Microsoft y voit une opportunité en or. Il se dit que s'il arrive à bien se positionner, il pourrait générer une fortune. Il part alors à Istanbul rencontrer le trafiquant au sommet de la pyramide. Là-bas, il lui fait étalage de son CV criminel et il obtient une place de choix. Il se fait nommer revendeur en chef des téléphones en Europe. Microsoft fait alors feu de tout bois. Il se met à vendre des téléphones à ses associés, à ses sous-traitants, à tout le monde. Lui-même, il l'utilise pour piloter toutes ses opérations de contrebande. Il pense que Anom va propulser sa carrière, mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'en réalité, il sert les plans du FBI. En répandant ses téléphones espions, il est en train de sceller son destin et celui de centaines d'autres criminels.
De fait, grâce à l'action de Microsoft et des autres distributeurs, les téléphones Anom se répandent comme une traînée de poudre. Semaine après semaine, le FBI collecte toujours plus de renseignements, fait des analyses et transmet les infos aux polices locales. À l'époque, j'étais le chef de la division nationale du crime des Pays-Bas. Et nous travaillions en étroite collaboration avec le FBI. D'habitude, on recevait des pistes ou des indices d'un pays sur du trafic de drogue, par exemple. Mais soudain, nous recevions des informations extrêmement détaillées sur des affaires très précises. On a compris alors que quelque chose se préparait. Mais le FBI a un problème. Ils ont des capacités de traduction limitées et le flux d'informations augmente tellement vite qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Pour vous donner un exemple, parfois les criminels parlent de pommes. Les pommes, ce sont en fait des grenades en suédois, mais c'est très difficile avec un programme de traduction de comprendre que la pomme est une grenade. Ou par exemple qu'un lapin équivaut à 1 million de couronnes suédoises. Les Américains décident donc de partager Anom avec 3 pays. Les Américains nous ont approchés et ont demandé si nous étions prêts à rejoindre une opération vraiment sensible. On s'est vite dit que c'était sans doute une occasion unique et qu'elle ne se représenterait pas dans notre carrière. Il faut bien comprendre que contrôler les communications des criminels, c'est contrôler toutes leurs opérations. Donc nous avions tous le sourire parce que nous avions toujours une longueur d'avance. Mais quand les Suédois commencent à mettre le nez dans les messages d'Anom, ils découvrent des messages inquiétants. Il semblerait que Microsoft soit en train de planifier des meurtres dans toute l'Europe. En fait, Microsoft avait avancé de l'argent à beaucoup de monde, à des associés, à des complices, et il se trouve que tous ces gens tardaient à le rembourser. Du coup, il avait pris une décision radicale. Il avait décrété que c'en était trop, et il avait dressé une liste de cibles à abattre. Unfortunately, we also have to be violent so that people understand that we do what we say. We'll use the Mexican method on everyone. En voyant ça, les Suédois sont atterrés. Ils se disent que s'ils ne font rien, c'est comme s'ils étaient complices. Ils vont se retrouver avec du sang sur les mains. Mais en même temps, ils peuvent pas l'arrêter parce que Microsoft n'est plus en Suède. Nous savions depuis le début que tant qu'il était en Turquie, il resterait hors de portée. Microsoft a aménagé à Istanbul. Et en plus de ça, c'est pas n'importe quel criminel, c'est le premier promoteur d'Anom en Europe. Les Américains comptent sur lui pour répandre Anom sur le continent. Ils en ont besoin. Du coup, les Suédois essayent d'imaginer un autre plan pour le neutraliser. Ils pourraient par exemple perturber son business pour le détourner de son obsession meurtrière. Comme Microsoft pilote toutes ses opérations à distance, ils partagent tout sur Anom. Donc les policiers peuvent savoir très précisément quand et où passe la contrebande. Ils décident de taper là où ça fait mal, ils vont orchestrer des interceptions de drogue. En janvier 2021, Microsoft envoie en Suède un camion rempli d'amphétamine en provenance des Pays-Bas. Il est intercepté par les douanes à la frontière. 2 semaines plus tard, il affrète un camion espagnol rempli de coke. Cette fois, le camion est arrêté par la police suédoise. En février, il fait larguer de la drogue au large de Hong Kong. Un bateau de pêche est censé la récupérer, mais il y a une tempête et la coke est perdue au fond de l'eau. Microsoft commence à se demander ce qui lui arrive. Looking for projects, counting the losses. Il ne comprenait pas comment c'était possible de perdre autant de drogue. Il disait sur Anom qu'il devait être le pire criminel de tous les temps, que c'était la 3e fois qu'il perdait une cargaison et des choses comme ça. Microsoft se retrouve seul et criblé de dettes. Il se dit que s'il ne rembourse pas ses créanciers, il va finir par se prendre une balle. Et du coup, pendant cette période catastrophique, il va tout miser sur ce qui lui reste, la vente de téléphones chiffrés. Grâce à Microsoft et aux autres distributeurs, Anom se répand dans de nouveaux pays, au Danemark, en Espagne et dans les Balkans. Pour le plus grand bonheur du FBI, le nombre d'utilisateurs est multiplié par 2 et les téléphones séduisent des organisations criminelles plus puissantes, comme des cartels sud-américains. Résultat, les Américains constatent un changement de dimension dans les volumes de drogue partagés sur la plateforme. Jusque-là, ils s'étaient habitués à des contrebandes de dizaines, voire de centaines de kilos. Mais un jour, des informations tirées d'Anom suggèrent qu'un camion 18 roues transporte une très grosse cargaison sur les routes de la jungle équatorienne.
La police locale arrête le véhicule et trouve à l'intérieur 181 cartons remplis de 8000 boîtes de thon. Jusque-là, rien d'anormal, l'Équateur est l'un des plus gros producteurs au monde. Mais lorsqu'ils ouvrent une boîte de conserve, ils trouvent un épais disque jaune et à l'intérieur de ce disque, de la poudre blanche. Chaque boîte contenait 5 kg de coke, d'une valeur de 70 millions d'euros. Les Américains pourraient se féliciter de cette prise record, mais en réalité, ils sont plutôt inquiets. Ce camion devait livrer la marchandise à un port brésilien pour qu'elle soit chargée dans un porte-conteneur, puis envoyée à Anvers. Cette fois, ils avaient intercepté le véhicule, mais pour un camion arrêté, combien d'autres passaient chaque jour? Sur Anom, ils découvrent aussi qu'un conteneur rempli de 3000 boîtes de thon serait sur le point d'être débarqué à Anvers. Les douanes regardent à l'intérieur et ils trouvent 600 kg de cocaïne. C'est une belle prise, mais une fois encore, elle suscite plus de questions que de réponses. Comment tout ça pouvait sortir du port sans attirer l'attention? Comment arrivait-il à passer les contrôles? Tout ça est très préoccupant. Les enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas sous-estimé l'ampleur des flux qui se déversent sur l'Europe. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables d'en savoir plus. En fait, à ce stade, il n'y a que 2 ou 3 000 personnes qui utilisent Anom. Ça représente peut-être 1 ou 2% du marché des téléphones chiffrés. Donc, pas tant. Pour avoir une idée de ce qu'il se passe réellement, il faudrait que l'entreprise change d'échelle. Le problème, c'est que les téléphones Anom ont atteint une sorte de plafond en Europe. Ils se heurtent à la puissance d'un acteur ultra dominant qui s'appelle Sky. Sky, c'est le géant historique, et du coup, tout le monde préfère lui faire confiance. Mais le FBI n'a pas encore abattu toutes ses cartes. Ils ont un plan pour faire d'Anom le seul et unique recours des criminels. Quelques mois plus tôt, les Européens avaient démantelé une autre plateforme du nom d'EncroChat, et il y avait eu un effet rebond. Beaucoup de ces criminels avaient rejoint la messagerie du FBI. Or, il se trouve que la même chose pourrait se reproduire, car les Européens ont maintenant Sky dans le viseur. Les Américains et les Australiens avaient été mis au courant de l'opération sur Sky. Ils savaient que ça allait être absolument énorme. Donc il y a eu des réunions secrètes, des réunions entre le FBI et les Européens pour préparer la suite, voir si nous pouvions établir un plan. Comment pouvions-nous être prêts pour cette arrivée massive de criminels sur Anom? Si Sky tombait, des milliers de trafiquants pourraient rejoindre Anom. Mieux, ils pourraient gagner un monopole. C'est un séisme pour le crime organisé. Les autorités judiciaires et policières françaises et néerlandaises ont annoncé le démantèlement d'un réseau mondial de communication cryptée appelé EncroChat. La communication cryptée dans laquelle les criminels pensaient être libres de parler en n'ayant rien à craindre a été interceptée de manière légale par les autorités françaises. Il y a quelques semaines encore, tout était chiffré. Aujourd'hui, ces échanges sur le réseau Sky ECC sont aux mains de la police et bien lisibles. Quand les revendeurs d'Anom apprennent la chute de Sky, ils se disent que c'est la chance de leur vie. Ils achètent des milliers de téléphones en avance et leurs équipes cassent les prix de 50% pour attirer un maximum de gens. Et de fait, c'est un tsunami. Anom comptait quelques milliers d'utilisateurs et cela a grimpé jusqu'à 12 000 utilisateurs. Ils sont juste tombés dans les bras des forces de l'ordre, les yeux grands ouverts. Anom bénéficie de ce que certains appellent une croissance en crosse de hockey. Les téléphones se répandent sur de nouveaux continents, en Amérique du Sud, en Russie et en Asie du Sud-Est. Le nombre d'utilisateurs est multiplié par 3, le volume de messages par 4. Mais du coup, les équipes du FBI sont débordées. Plus il y a de pays impliqués, plus le risque est grand à cause soit de la corruption ou simplement d'une fuite involontaire. Et dans ce cas, l'opération est terminée. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent partager Anom à grande échelle. C'est risqué, mais il se trouve qu'en Europe, il existe une puissante agence rodée aux opérations de cette envergure. Europol. 16 pays étaient impliqués ici dans cette task force opérationnelle. Et ils ont tous envoyé leurs analystes. Ils ont envoyé leurs détectives, leurs enquêteurs, directement ici à Europol, pour collaborer tous ensemble et pour travailler sur ces données.
il y avait ces grandes salles d'opération où tout le monde se retrouvait. Nous les appelions les cellules des opérations conjointes. Vous aviez tous ces policiers de nationalités différentes qui se retrouvaient et qui travaillaient sur les données amassées grâce à Anom. De mon point de vue, ce sont vraiment les meilleures semaines pour un enquêteur parce que vous avez l'impression d'avoir une longueur d'avance. C'est comme si vous pouviez regarder par-dessus l'épaule des criminels à chaque instant, comme si vous étiez avec eux. Vous êtes témoin de tous les crimes qu'ils préparent et vous pouvez anticiper les actions à mener. C'est une incroyable sensation de contrôle pendant cette phase de l'opération. Les Européens ont du mal à réaliser ce qui se passe. Ils se retrouvent avec un outil d'espionnage inégalé. Mais il y a un contexte qui rend cette opération encore plus dingue. Ils ont déjà piraté 2 autres messageries criminelles, Sky et EncroChat. Et donc, en combinant les données des 3 opérations, ils se retrouvent avec plus de renseignements que jamais. Avec tout ça, ils vont pouvoir analyser les rouages secrets du crime organisé. Pendant des années, la police a été quasiment aveugle sur les phénomènes les plus importants du trafic international de stupéfiants. Pour un enquêteur stup qui a accès à ces données décryptées, il faut comprendre que c'est un choc. Parce qu'à nouveau, on recouvre la vue. L'accès aux données échangées sur une plateforme telle que Sky, parce que c'est de la donnée très précise, très pointue, de très haut niveau, échangée par des individus qui sont les organisateurs au niveau mondial des échanges de produits stupéfiants, et qu'ils sont persuadés qu'ils peuvent échanger de manière totalement libre et confidentielle ces données, les conduit à être totalement transparents sur à la fois leurs ambitions, leurs moyens, leurs solutions, leurs projets. Donc pour l'enquêteur qui se trouve derrière son ordinateur et qui a à nouveau accès à ces données-là, dont il a été privé pendant des années, c'est un choc de transparence. C'est l'équivalent d'un jour à l'autre, d'un éclair qui va venir fendre le ciel et qui va écarter tous les nuages et qui d'un coup va vous laisser passer la lumière. Et c'est une révolution dans la capacité à voir toutes les composantes, toutes les dominantes de ce trafic de très grande échelle. Avec ce genre d'opération, vous savez exactement qui sont les réseaux là-dedans, qui sont les chefs, qui sont les facilitateurs, comment coopèrent-ils, comment se connaissent-ils. Cela vous donne donc cet avantage inédit pour lutter contre le crime organisé. Cela vous donne une vision incroyable de ce paysage criminel. Et si vous demandez, ok, qu'est-ce qu'on a découvert de ce crime organisé ? Eh bien, nous avons vu l'ampleur, nous avons vu l'immensité du trafic de drogue. Au moment des faits, il y a eu peu de communication sur les découvertes des forces de l'ordre. Et il y avait des bonnes raisons pour ça. Si la police découvre une nouvelle technique de contrebande et qu'elle communique dessus tout de suite, la première chose que vont faire les criminels, c'est qu'ils vont s'adapter. Et le renseignement devient obsolète. Donc par défaut, on dit rien. Mais 3 ans plus tard, on a pu recouper un certain nombre d'informations. On a regardé les notes d'analyse de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, les conférences de presse liées aux 3 opérations et l'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Et ce qu'on y découvre est hallucinant. EncroChat et Sky ICC ont pour cela révélé tout un pan du trafic de stupéfiants, tout un pan de la criminalité organisée en Europe qu'on ne soupçonnait pas, ou en tout cas pas dans cette intensité-là. Ça a donné une cartographie de la criminalité organisée européenne qu'on n'imaginait pas. D'abord, il y a la corruption dans les ports. Ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que le port d'Anvers est la plus grosse porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Pour y faire passer la drogue, les trafiquants utilisent une technique qu'on appelle le rip-off. Ils identifient un conteneur à destination d'Anvers, ils cachent la poudre dedans et à l'arrivée, ils l'extraient discrètement. Sur le papier, ça a l'air simple, mais en fait, il y a pas mal d'obstacles à surmonter pour que ça marche. D'abord, lorsque le conteneur est débarqué à Anvers, il a de fortes chances d'être inaccessible. Il peut être empilé à 20 mètres au-dessus du sol ou entouré d'autres conteneurs qui en condamnent l'ouverture. Pour lever cette incertitude, on doit donc trouver des complicités. On doit payer un grutier pour qu'il déplace la caisse au bon endroit. Ensuite, il faut pouvoir extraire sa marchandise sans être inquiété. Or, autour du conteneur, il y a des gens qui travaillent. Donc il faut aussi identifier les dockers qui seront présents et acheter leur silence. Et finalement, il y a les douanes. Ils prennent des conteneurs au hasard et ils les passent au détecteur laser. Au bout du compte, ça fait un bon paquet de monde à acheter.
un paquet de professionnels qui sont en plus briefés pour résister aux compromissions. Du coup, on pourrait se demander comment c'est possible. Comment les trafiquants réussissent leur coup. Et ben en fait, grâce aux messageries criminelles, on a découvert qu'Anvers était un port gangréné par la corruption. Les enquêteurs se sont aperçus qu'il y avait des clusters de téléphones chiffrés sur les quais. Tous ces téléphones étaient en fait utilisés par des travailleurs du port pour magouiller avec les trafiquants. Dans leurs messages, ils partagent des détails sur les exfiltrations et des photos de sacs de cash. Mais la corruption ne s'arrêtait pas aux travailleurs du port. Elle touchait aussi tout un tas de professionnels autour d'Anvers. Il y avait des agents des douanes, des policiers, des avocats, des fonctionnaires des impôts, des agents de prison, des greffiers de justice. En fait, Anvers était devenu un gruyère où la drogue passait sans difficulté. Une autre découverte des forces de l'ordre, c'est l'inventivité des criminels. Sur les quais d'Anvers, certains estimaient qu'on arrivait à intercepter 10 à 15% des flux de drogue. Si on saisissait 100 tonnes, ça voulait peut-être dire qu'il y avait 700 tonnes en circulation. Mais ce qu'on ne voyait pas forcément, c'est toute la drogue qui passait autour, par d'autres techniques de contrebande. Par exemple, certains trafiquants payaient des tankers pour larguer de la coke au large des côtes, à un point GPS précis, et ensuite ils envoyaient un bateau de pêche pour la récupérer. Ou encore, ils encapsulaient la coke dans des cylindres qu'ils fixaient à la coque des bateaux immergés sous l'eau. Et personne ne pensait à plonger pour regarder. C'était brillant. Des techniques comme ça, il y en avait plein. Mais il y en a une qui inquiétait particulièrement les autorités. Ils ont découvert que des cartels avaient délocalisé en Europe des laboratoires de raffinage. En gros, la production de cocaïne suit un circuit classique. Tout part d'une plante qui s'appelle la coca et qui est cultivée dans des plantations en Colombie ou encore au Pérou ou en Bolivie. Les cartels envoient ensuite les feuilles de coca dans des laboratoires à proximité où elles sont écrasées et mélangées à des produits chimiques. Ça donne un produit intermédiaire qu'on appelle la base de coca. Finalement, on ajoute d'autres produits chimiques qu'on appelle des précurseurs et ça donne la fameuse poudre blanche. Et c'est cette poudre blanche que les douaniers peuvent trouver dans les conteneurs. Mais la police a découvert une filière modifiée. Les cartels n'exportaient plus le produit fini, mais la base de coca. Pourquoi ils feraient ça ? Parce qu'en fait, ils avaient réalisé que c'était beaucoup plus facile à cacher. Leurs chimistes pouvaient dissoudre la base de coca dans des matériaux insoupçonnables, comme du charbon de bois, du plastique ou dans des bidons de jus de fruits. Après ça, la drogue était indétectable au rayon X. Cependant, ça rajoutait une contrainte à l'arrivée. Une fois en Europe, la base de coca devait encore être transformée. En Colombie, les cartels, ils avaient tout ce qu'il faut pour faire ça. Ils avaient des milliers de laboratoires, des chimistes et des fournisseurs de précurseurs. En Europe, ils n'avaient rien. Du coup, des Colombiens et des Mexicains sont allés voir des organisations aux Pays-Bas et en Espagne et ils leur ont proposé de construire des labos ensemble. D'un côté, ils apporteraient leurs plans de labo et leurs chimistes, et de l'autre, les Hollandais et les Espagnols se chargeraient des précurseurs et de la gestion courante. Et donc, des centaines de laboratoires de raffinage sont apparus autour des grands ports. Entre 2019 et 2021, les polices européennes ont démantelé au moins 11 labos en Espagne et 45 aux Pays-Bas. Nous avons eu un aperçu très précis de la position qu'occupait l'Europe dans le trafic de drogue. Et cette position était malheureusement centrale. Personne n'avait pris la mesure de ce qui se passait. Le marché américain étant saturé, les cartels mexicains et colombiens avaient ciblé l'Europe. Ils étaient en train de faire de notre continent le premier marché mondial de cocaïne. L'Europe n'était plus un simple marché de consommation. C'était devenu une terre de production et d'exportation. Et pour les enquêteurs, c'était un choc. Comment le trafic de drogue a pu autant progresser ? Eh bien, visiblement, les organisations criminelles ont adopté de nouvelles logiques de fonctionnement qui les rendent beaucoup plus performantes. Ce sont vraiment des dossiers qui nous ont bousculés, parce que la vision que nous avions de ces trafics était peut-être ne correspondait peut-être pas à la réalité telle qu'elle existait depuis longtemps déjà.
Jusqu'ici, la vision dominante, c'était celle de groupes concurrents, qui travaillaient chacun de son côté, chacun sur son territoire. Bien sûr, ces groupes pouvaient tisser des relations commerciales, mais on s'imaginait que globalement, chacun cherchait à protéger sa place dans la chaîne de valeur. Mais ce qu'on a découvert, c'est que cette vision ne correspondait plus du tout à la réalité. On a notamment découvert que des organisations criminelles ne fonctionnaient pas de manière étanche, mais au contraire, s'associaient, mélanger leurs solutions à l'occasion de projets bien définis. Des organisations criminelles dont on imaginait jusque-là qu'elles étaient susceptibles de se faire la guerre, en réalité s'associaient et partageaient les moyens dont elles disposaient. Les organisations criminelles ont réalisé qu'en mettant en commun des douaniers corrompus, des containers ou des itinéraires de contrebande, elles pouvaient s'étendre à moindre coût et multiplier les projets. Du coup, les syndicats du crime se sont mis à multiplier les connexions. Au point que, d'après le prédécesseur d'Andy Krag, ça n'avait plus de sens de parler de groupe criminel. Il fallait désormais parler de réseau. Tous ces réseaux sont extrêmement agiles, extrêmement résilients, ils s'adaptent. Ce n'est pas comme s'il y avait une vraie hiérarchie avec un seul chef. Ce sont des réseaux qui travaillent de manière opportuniste ensemble et qui font constamment affaire les uns avec les autres. Une conséquence de ce phénomène, c'est la fragmentation des chaînes de valeur. Auparavant, 2 ou 3 syndicats pouvaient s'accorder pour contrôler une filière. Désormais, chaque étape fait intervenir une myriade de sous-traitants hyper spécialisés. Il y a des logisticiens, des transporteurs, des passeurs, des spécialistes en extraction, des distributeurs, des grossistes. Les filières semblent s'être transformées en des fourmilières, capables de se reconstituer au gré des opportunités, plus résilientes que jamais. En combinant tous ces éléments, les polices européennes tirent une conclusion inquiétante. Elles avaient largement sous-estimé l'ampleur du trafic de drogue. En 2016, Europol évaluait le produit criminel brut, c'est les bénéfices dégagés par le crime, à 110 milliards d'euros. En réalité, il faisait probablement 3 fois plus de profit. Dit comme ça paraît assez abstrait, mais il faut se dire que le trafic de drogue n'est pas une activité criminelle comme les autres. C'est un carburant qui alimente tout le reste de la criminalité. Si vous regardez cela, si vous regardez les plateformes de communication cryptées, quel est le principal moteur? C'est le trafic de drogue et tous les crimes qui y sont liés. Et qu'est-ce qui est lié? C'est le blanchiment d'argent, c'est l'intimidation, c'est la corruption, ce sont les assassinats. La drogue, c'est des millions de morts chaque année, soit par des substances, par les règlements de compte, par l'exploitation des femmes et des hommes. Et de fait, les messageries chiffrées révèlent une violence exacerbée. Sur EncroChat, Sky et Anom, les criminels s'échangeaient constamment des images de gens enlevés, torturés ou égorgés. Le trafic de stupes engendre la violence. Mais là, c'est des barbares. Les Français se prennent pas en photo, mais les Hollandais, les Italiens, les Serbes, eux, ils se prennent en photo. Genre une fois, ils avaient découpé la tête d'un mec et ils se sont pris en photo à côté. En fait, pour arriver à ce niveau-là, pour être au sommet, il faut imaginer que c'est tous des psychopathes. Et que donc la violence, ils ne l'aperçoivent pas comme nous. C'est un attribut du pouvoir. Et quelque part, quand ils n'en ont même pas besoin, ils en font la démonstration quand même, parce que ça participe à une espèce de légende qui les motive en fait, qui est leur moteur. Au sommet de la barbarie, il y avait la Mocro-Mafia. Implantés aux Pays-Bas et en Belgique, ils contrôlaient une bonne partie de l'importation de cocaïne et leurs conversations ont révélé un secret. Ils avaient un repère caché à 30 km d'Anvers. Dans un entrepôt, on a découvert 6 cellules avec des paires de menottes. Chaque chambre était recouverte d'aluminium pour que les prisonniers ne puissent pas être détectés par caméra thermique. Dans une 7e cellule, on a trouvé une chaise de dentiste avec des scalpels et des marteaux. Une salle de torture. Et la France dans tout ça ? Parmi les utilisateurs de Sky, il y avait au moins 2500 Français et la teneur de leur conversation confirme que la France n'est pas épargnée.
D'habitude, pour évaluer le volume de trafic de drogue, on prend les saisies de drogue de l'année et on fait une extrapolation statistique. Mais quand les enquêteurs ont scruté les conversations sur Sky, ils ont découvert une autre réalité. De manière très concrète, tangible, factuelle, on a eu des échanges avec des volumes qui sont apparus effarants au regard de ce qu'on pouvait connaître jusque-là. Mais Sky réserve aux forces de l'ordre une surprise plus grande encore. Jusqu'à présent, on avait une hauteur de vue du trafic qui était à hauteur de tonton, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire d'aviseur, d'informateur. Parce que l'informateur, il connaît son N+1, voire son N+2, mais il connaît rarement au-dessus. On s'est aperçu qu'il y avait un échelon supérieur qui était plutôt basé à l'étranger. On n'imaginait pas qu'autant d'individus étaient susceptibles de se trouver très haut dans la hiérarchie du trafic de stupéfiants international. Personne, dans les services de pointe de lutte contre les trafics et le criminalité organisée, n'avait imaginé que certains individus avaient pu arriver si haut, sans que quiconque ait pu les voir arriver là. À l'aide des messageries chiffrées, les enquêteurs ont pu localiser une trentaine de hauts trafiquants à l'étranger. Certains sont au Maroc, d'autres en Espagne ou aux États-Unis, mais visiblement la plupart se retrouvent au même endroit, à Dubaï. Là-bas, les enquêteurs retrouvent des cibles recherchées depuis des années, comme Moufid Bouchibi, le plus gros trafiquant français en cavale depuis 9 ans. S'il se trouve à Dubaï, c'est que la cité-État cumule des avantages uniques. D'abord, il n'y a pas d'accord d'extradition avec la France, ce qui veut dire que si l'État français fait une demande pour récupérer une cible, il y a peu de chances qu'elle aboutisse. Ensuite, il n'y a pas de contrôle sur l'argent qui rentre. Vous pouvez acheter un hôtel avec 10 millions en cash et personne ne posera de questions. Et finalement, c'est une bulle sécuritaire. Ici, les trafiquants peuvent piloter des règlements de compte à distance sans craindre de retour de flamme. Ils peuvent se balader, ils peuvent boire un verre, ils n'ont pas de crainte. Ils reprennent une vie normale en fait. Tous ces barons de la drogue utilisent leur téléphone chiffré pour piloter leurs opérations. Mais en examinant les conversations, les enquêteurs découvrent quelque chose de plus surprenant. Certains d'entre eux sont frappés d'un mandat d'arrêt, et pourtant, ils arrivent quand même à voyager. Ils font des allers-retours dans le Maghreb, en Espagne ou ailleurs. Mais comment c'est possible ? Eh bien, ce que nous apprend la commission d'enquête du Sénat, c'est que, en général, ils utilisent de fausses identités. Mais parfois, ils y vont carrément sous leur vrai nom et personne ne les arrête. Nous avons, comme vous le savez sans doute, une trentaine de cibles prioritaires aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Cibles prioritaires définies comme des trafiquants français, dont nous savons qu'ils sont aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, et dont nous demandons l'extradition, du moins l'arrestation. Et aucune de ces cibles prioritaires n'a été extradée vers la France au cours des dernières années. Tous ces secrets, c'est une mine d'or pour la police. Sky contenait 2 milliards de messages. Et encore aujourd'hui, les enquêteurs continuent d'en extraire du renseignement. 4 ans après, on a encore des impacts comme une espèce d'écho à une déflagration très forte qui se fait ressentir dans toutes les enquêtes. Quant à Anom, au printemps 2021, les analystes réunis chez Europol reçoivent des volumes de données toujours plus importants. Ils doivent assimiler 1 million de nouveaux messages par jour dans 45 langues différentes et ils découvrent 15 nouveaux syndicats par jour. La croissance est exponentielle. Et ça, en fait, ça devient un gros problème. Dans les conversations, les projets de meurtre se multiplient. Souvent, les enquêteurs réussissent à trouver des prétextes pour arrêter les comploteurs, mais ils ne peuvent pas les garder en prison très longtemps. Par exemple, nous avons des criminels qui étaient sur le point de commettre un assassinat. Et nous les avons arrêtés juste devant l'adresse qui était mentionnée sur Anom. Nous savons exactement ce qu'ils allaient faire, mais la preuve de tout cela, elle est dans Anom, et uniquement dans Anom. Alors, nous les arrêtons, nous les plaçons en garde à vue, mais on ne peut les inculper que pour possession illégale d'une arme à feu, avec 2 ans de prison maximum. Mais si nous pouvions utiliser toutes les données d'Anom, eh bien c'était tout de suite 14 ans de prison pour tentative de meurtre. Donc en fait, c'est pour cette raison qu'il fallait mettre une date où tout était public et où nous pouvions aller au tribunal avec toutes les preuves. Il était temps de fixer une date de fin. Ce jour-là, les forces de l'ordre vont lancer la plus grosse opération d'arrestation jamais réalisée en 24 heures.
Cela s'est arrêté au 7 juin 2021. Et pourquoi je connais ce jour? Eh bien parce que c'était le jour de la grande opération. Donc je m'en souviens extrêmement bien. Depuis 2 ans, les forces de l'ordre rassemblent un maximum de preuves pour obtenir des mandats d'arrêt. Ils ont croisé leurs informations, envoyé des policiers sur le terrain, organisé des filatures, et ça y est, leurs efforts vont enfin être récompensés. 10 000 policiers s'apprêtent à mener des arrestations partout dans le monde. Ça va être une attaque surprise digne du débarquement, l'opération Overlord du crime. Cette journée d'action, elle ne commence pas le jour même, mais elle commence toujours la veille, lorsque tout est planifié, lorsque toutes les équipes SWAT reçoivent leurs instructions sur les cibles prioritaires qu'elles doivent arrêter, quand toutes les équipes d'enquête se préparent pour leur perquisition, quand tous les spécialistes médico-légaux, les spécialistes du numérique se préparent. Des centaines, des milliers d'agents des forces de l'ordre se préparent pour cette journée. La veille, nous avons mis toutes les cibles sous surveillance pour être sûr qu'elles soient toutes à leur domicile. Mais lors des préparatifs, les forces de police ont identifié une menace qui pourrait tout gâcher. Avec tous les différents fuseaux horaires, et parce que nous avons commencé par l'Australie, beaucoup de temps se passe avant que l'Europe ne se réveille et commence ses arrestations. Donc cela pourrait être un vrai problème si les criminels alertent leurs camarades étrangers. Le jour J, si certaines cibles trouvent le temps de prévenir d'autres criminels à l'autre bout du monde, avant qu'ils soient arrêtés le lendemain, ils pourraient en profiter pour détruire des documents incriminants ou même disparaître. Du coup, pour éviter ça, les forces de l'ordre décident que leur opération va prendre la forme d'un domino géant basé sur les fuseaux horaires. Alors, ce que nous avons fait, nous avons suivi le soleil. Les Australiens démarrent les hostilités. Pendant la nuit, ils arrêtent une centaine de motards hors la loi. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un membre des Comancheros qui trouve le temps d'envoyer un message à l'un de ses chefs qui se trouve à Istanbul. Il lui partage la photo d'un mandat de perquisition et sur ce mandat, il y a écrit le pseudo Anom d'un motard et le numéro de série de son téléphone. En recevant ce message, le baron de la drogue devient fou. Ces 2 informations ne pouvaient venir que de la messagerie chiffrée. Il appelle le service client d'Anom et il leur demande ce qui se passe. Mais son interlocuteur est incapable de lui répondre parce que, en fait, lui-même n'en sait rien. Bientôt, dans les bureaux d'Anom, les écrans s'illuminent de notifications. Des criminels et des revendeurs harcèlent le service client. Le patron d'Anom, qui lui est de mèche avec le FBI, dit à tout le monde qu'il va gérer la crise et qu'il va s'occuper en personne de toutes les demandes. Et pendant ce temps, l'opération gagne le vieux continent. Et ensuite vient le tour des arrestations en Europe avec notre opération. Lorsque vous effectuez ces arrestations ou des perquisitions, la plupart du temps, c'est tôt le matin, très tôt le matin. 3, 4, 5 heures. Parce qu'en fait, c'est le moment où il est le plus probable que les gens soient chez eux. J'étais moi dans la salle des opérations pour superviser les arrestations. Nous avions rendez-vous à 3h du matin environ, et je crois que la première arrestation a eu lieu vers 4h30 du matin. Et ensuite, nous avons continué toute la matinée, et je pense qu'autour de 8h du matin, toutes les cibles étaient en garde à vue et étaient enfermées dans différentes zones de la Suède. Et toutes les saisies et les perquisitions étaient en cours. Je pense assez clairement que c'était encore aujourd'hui la plus grande journée d'action qui a été organisée à l'international. Il y avait donc presque 10 000 agents de la force publique dans les rues, faisant des arrestations, procédant à des saisies, effectuant des perquisitions. C'était quelque chose. À Stockholm, la police suédoise trace des croix rouges sur 65 photos affichées au mur. Ils informent de leurs avancées les équipes d'Europol qui barrent à leur tour les noms des plus gros trafiquants sur leur propre tableau. Nous regardons les cibles et nous avions un système de feu vert, feu rouge. Feu rouge, la cible n'est pas là. Feu vert, la cible est là et elle est arrêtée. Et puis, pendant l'opération, quand vous voyez les feux rouges passer plus souvent vert, c'est une sensation incroyable. Vous savez que vous êtes dans un bon momentum de l'opération. Mais alors que la journée se termine, il reste encore une cible de haute valeur que les Américains attendent avec impatience de pouvoir coffrer. Il est le dindon de la farce, celui à qui le crime international va en vouloir pendant des décennies, Microsoft. Les semaines qui précèdent le 7 juin, Microsoft était au plus mal. En mai 2021, une énième opération ratée l'avait cloué au sol. Count me out as 000.
Have no money, don't have anything. I don't know what to do with myself. Ses créanciers le menaçaient de mort, et avec le stress, sa peau était couverte d'éruptions cutanées. Pour autant, il continuait de croire en un homme, alors que ses revendeurs ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Ils géraient chacun des portefeuilles de centaines de clients, et dans leur scope, le nombre d'incidents était effarant. Un tel s'était fait saisir ses cargaisons de drogue, un tel s'était fait arrêter, mais Microsoft refusait de les entendre. Ils s'enfonçaient dans le déni. Pour citer Microsoft, c'était tous des crétins. Un tel part avec les gars du gouvernement, il faisait cela, c'était sa faute et ça n'avait rien à voir avec un homme. Tout ce qui est arrivé à Microsoft pendant cette opération, c'était de la faute de quelqu'un d'autre. Finalement, le 7 juin, il découvre la vérité nue. Un homme était la cause de tous ces malheurs. Le laboratoire détruit, les cargaisons interceptées, les perquisitions, tout ça, c'était à cause de cette foutue messagerie dont il était le premier ambassadeur. Il s'était fait avoir de bout en bout. Mais pour lui, le pire était encore à venir. Parce que lors d'une conférence de presse diffusée en live sur Internet, les Américains affichent sa tête et promettent 5 millions de dollars pour sa capture. Pendant 2 ans, on n'entend plus parler de Microsoft. Mais en 2023, un journaliste australien découvre qu'il se cache toujours à Istanbul. En fait, le trafiquant a acquis la nationalité turque et il compte sur le fait que son pays d'accueil n'autorisera jamais son extradition. Mais il commet une erreur. Au lieu de jouer profil bas, il se met à travailler avec un gang de motards qui s'appelle les Comancheros et qui finit par attirer l'attention des Turcs. Ces derniers décident de mettre le paquet, ils organisent une opération anti-gang et à cette occasion, ils arrêtent Microsoft. I'm joined by the Minister for Home Affairs, Karen Andrews, and also by the Commissioner of the Australian Federal Police. This is a watershed moment in global law enforcement history. Si on regarde les arrestations du jour J, le bilan est historique. Rien qu'ici, en Suède, il y a eu plus de 3000 ans de peine de prison qui ont été prononcées. Cela concerne plus de 500 personnes que nous n'aurions jamais atteintes sans ces messageries chiffrées. Et ce ne sont pas de petits délits, ce sont vraiment des crimes graves. Ce sont des meurtres, ce sont des homicides involontaires, c'est du blanchiment d'argent, c'est du trafic de stupéfiants aggravé, et tous les crimes les plus violents auxquels vous pouvez penser. Un autre objectif de ces 3 opérations, c'était de neutraliser des chefs de cartel et des hauts trafiquants. Et de fait, ils en ont arrêté un paquet. Ils ont mis la main sur 4 des 9 chefs d'un super cartel australien et 5 des 6 chefs d'un super cartel européen. De leur côté, les Américains et les Colombiens ont aussi trouvé quelqu'un qu'ils cherchaient depuis des années, le très puissant chef du cartel du Golfe, Otoniel. Grâce aux messageries chiffrées, ils l'ont localisé dans la jungle et ils l'ont cerné avec 500 policiers et 22 hélicoptères. Mais avec le recul, toutes ces arrestations, c'était peut-être même pas le plus important. À ce moment-là, les forces de l'ordre ne le réalisent peut-être pas encore, mais elles viennent de porter un coup fatal à l'ennemi numéro 1 de toutes les polices du monde, l'industrie clandestine des téléphones chiffrés. Les messageries criminelles étaient devenues un catalyseur du crime organisé. Elles facilitaient le trafic de drogue, les enlèvements et les pires méfaits. Mais ces jours-là sont révolus. Ces jours sont révolus parce que la confiance des criminels dans ces grandes plateformes a disparu. Et pourquoi a-t-elle disparu? Eh bien, à cause de nous. Nous avons diminué leur confiance dans ces grandes plateformes. Ouais, je pense qu'avec ces opérations, en tant que force de l'ordre, nous avons envoyé un message très clair à ces criminels. D'abord, en piratant Sky et EncroChat, ils ont fait peur à tous les entrepreneurs crapuleux. Ils leur ont prouvé qu'ils étaient capables de pirater n'importe quel serveur et qu'ils le feraient autant de fois que nécessaire. Et ensuite, avec Anom, ils ont donné le coup de grâce. Ils leur ont montré qu'ils pourraient bien chercher le téléphone chiffré le plus sûr du marché, ils ne seraient jamais certains que derrière, il n'y a pas une organisation qui collabore avec la police, voire carrément la police. Ils ont rendu parano les criminels du monde entier. Je n'ai jamais vu une telle opération auparavant. Et je ne l'ai jamais vue non plus par la suite, donc je suis vraiment fier d'avoir fait partie de cela. Honnêtement,
Je pense que c'était l'une des meilleures opérations de tous les temps. Il y avait tellement de défis, c'était mondial, il y avait tellement de pays impliqués. Donc, oui, je pense que c'était l'une des meilleures journées de ma carrière. L'âge d'or du téléphone chiffré était terminé.